Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, comme chaque mercredi à partir de 18h. Bienvenue à nos invités, Ammar Ingrachen, Saïd Jafar, Ihsan Qadi, Akram Kharif et Abed Sharif qui multiplient les retours sur le Café Presse Politique. Bonjour. Alors, on commence comme d'habitude par cette image de la semaine. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Akram ? Bon, on nous l'a reproché la semaine passée, en cette veille de journée de la liberté de la presse. On réitère notre solidarité, notre soutien total au mouvement des résidents. Qu'on n'a pas évoqué la semaine dernière. Qu'on n'a pas les médecins résidents. Abed Sharif, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? C'est un événement privé. Je sors du public, de la politique. Il y a un événement privé qui me marque, c'est le mariage de Fars. Voilà. Bon. Et célébré demain au restaurant Toufiq, comme par hasard. Voilà, vous ne l'aurez pas choisi par hasard. J'ai choisi le resto, pas le nom. Pas le nom. Ihsan, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Moi, je suis très fan de cyclisme. Je regarde tous les ans le Tour de France. Il y a 3 grands cyclistes tours cyclistes en Europe. La Vuelta en Espagne, le Giro en Italie et le Tour de France. Le Giro, pour la première fois depuis le début, un grand tour européen se délocalise et démarre en dehors de l'Europe. Il démarre demain en dehors de l'Europe. Où est-ce qu'il démarre ? À Jérusalem, en Israël. Ça m'a rendu malade. Il y a 2 étapes du Giro qui vont démarrer en Israël et qui, comme si de rien n'était, c'est un pays sûr et voilà, on peut courir avant de revenir en Italie. Ça m'a tué. Le BDS du téléspectateur. Je crois que j'ai pas regardé cette fois-ci. Le Giro, je l'ai regardé l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a marqué, Saïd Jafar ? Alors, comme chaque 1er mai, je suis allé à l'association d'entraide populaire à Hussein-D, qui, vous le connaissez, a été fondée par Marie-Thérèse Brault, qui fait un travail fantastique avec les handicapés moteurs, des handicapés mentaux. Et ce que j'ai vu là, c'est superbe. C'est ça l'Algérie, des gens qui ont conscience de l'importance de cette association, de ce qu'elle fait. Il n'y avait pas que les parents, il y avait aussi des citoyens qui avaient une conscience de ça. C'est l'Algérie qu'on aime. C'est loin de la politique aussi. Ammar Ingrachen, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Un bras de fer que je suis en train de mener contre certaines élites kabyles, entre guillemets. Depuis le 21 avril, j'ai co-animé avec 2 universitaires une table ronde sur les résurgences identitaires. Et depuis, je n'arrête pas d'être poignardé par plusieurs élites qui me reprochent non pas mes points de vue, mais le fait que je pose la question de la fascisation de certaines élites kabyles qui postulent la suprématie des Kabyles, la supériorité des Kabyles sur le reste des habitants du pays. Ça me rend malade. Je suis un militant des libertés et de la démocratie. Tous ces discours tendancieux, ethnicisants, me rendent malade. Je suis absolument contre. Et je vais militer, quitte à ce que je reçoive des coups, quoi.
Eh ben voilà, votre coup de gueule est passé. On s'habitue, on multiplie les coups de gueule au CPP. Une petite mise au point. Oui. C'est juste une petite mise au point. Voilà. C'était aussi un petit coup de gueule aussi pour dire assez, si stop à si tout ça. voulez. Stop à tout ça. Alors je suis aussi très heureux que vous soyez tous nombreux ici autour de cette table. D'abord, on retrouve le casting originel du CPP. Vous allez vous reconnaître. Et nous sommes évidemment à la veille du 3 mai, qui est la célébration de la journée internationale de la liberté. Il n'aurait pas dû dire ça. Il te rappelle la concurrence. La meilleure amie de Abed Sherif. Voilà, nous manque aujourd'hui. On ne pouvait pas les mettre tous les deux sur le même plateau. Si son nom n'est pas passé à l'antenne, je le répète. Alors, nous sommes à la veille du 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse. Elle intervient aussi une semaine exacte après la publication du classement mondial de la liberté de la presse par RSF, Reporters sans frontières. L'Algérie recule de 2 places, elle est 136e sur 180. Le Maroc recule d'1 place, il est 135e. La Tunisie, 97e. Curieusement, la Mauritanie est le pays maghrébin qui est le plus avancé, à la 70e place. Comment vous avez réagi à ce rapport et au fait que l'Algérie, année après année, recule dans le classement mondial de la liberté de la presse? Il faut le préciser, ce classement prend en considération énormément, beaucoup de paramètres. C'est pas seulement sur la liberté de la presse telle qu'elle. Saïd? Écoute, les classements de RSF, en tenant compte de plein de critères, moi je préfère reprendre les choses de manière différente en algérien, c'est-à-dire nous avons de RSF, juste arrête, c'est 112 questions envoyées aux experts du journalisme, apparentés, métiers, sociologues et hommes de la loi, juristes et avocats. C'est juste pour préciser. En fait, qu'est-ce qui pose problème dans les médias algériens ? C'est encore une fois l'absence de règles institutionnelles. On est toujours actuellement, on est avec un paysage audiovisuel encore offshore, qui n'est pas régulé par la loi, ou ils ne sont pas régulés par la loi, donc les journalistes sont soumis à des situations d'obéissance à leurs patrons, lesquels sont soumis, en général, à être du côté du pouvoir. D'ailleurs, ce serait suicidaire d'être contre le pouvoir. Et donc, voilà la situation. C'est l'absence de règles qui vaut d'ailleurs pour d'autres secteurs, pas uniquement pour la presse. Le fait que l'Algérie... Comment vous avez réagi au fait que l'Algérie soit classée 136e Vous avez assisté au classement de l'année dernière, Hassan. Comment vous avez réagi qu'on recule encore et juste seulement de 2 places, alors qu'il y a Saïd Chetoul qui est en prison depuis presque 1 an? J'aurais voulu qu'on touche le fond juste avec Hamid Green. Non. Non, c'est pas un téléphone, c'est pas chez les voisins, c'est pas au studio. J'aurais souhaité qu'on touche le fond avec Hamid Green, qu'on descende pas plus bas, mais bon. Hamid Green qui a souhaité aujourd'hui une bonne fête à tous les journalistes algériens. Et apparentés, il a dit. Il faut regarder la réalité en face. Il faut regarder la réalité en face. On a une gouvernance politique qui n'aime pas la presse, qui a hérité d'une presse qui avait une relative légitimité. Quand Bouteflika est arrivé à la fin des années 90, il y avait plus de 100 journalistes qui étaient morts. Lui, il était aux Émirats arabes ou en Suisse, il était planqué. Et il ne pouvait pas attaquer de front, mais il n'aimait pas la presse. Il n'a pas ouvert la télévision. Il a toujours dit « j'ai pas envie de devenir un Chavez dans les télévisions privées, participe aux coups d'État récurrents qu'il y avait au Venezuela à l'époque. Moi, je ne suis pas un idiot. Je ne vais pas leur donner cette possibilité-là. » Et quand il a ouvert à moitié, puisqu'on est toujours avec ce statut de télévision offshore, télévision étrangère, et il s'est arrêté dès que le printemps arabe s'est affaibli. Donc voilà, on est dans un schéma où, et ça c'est diffusé dans toute l'appareil de l'État, on n'aime pas la presse, on aime encore moins la partie de la presse qui est arrivée plus tard et qui échappe au contrôle, qui est celle qui est supposée échapper au contrôle. En réalité, elle peut ne pas du tout échapper au contrôle, qui est la presse, qui est la presse électronique. Donc, pas du tout étonné de ce classement qui finit finalement par refléter la réalité politique du pays. Abed Ihsan a dit que les gouvernants n'aimaient pas les journalistes. On a l'impression aussi que beaucoup de gens n'aiment pas les journalistes. Le titre de ce classement, c'est l'augmentation de la haine envers les journalistes. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que la haine en Algérie ou dans le monde ou dans la région augmente envers les journalistes?
Pour l'Algérie, moi je dirais que c'est plutôt de la désaffection ou la mêlée d'un peu de mépris. Mais pour moi, c'est pas ça le problème. Le classement de l'Algérie dans ce qu'a publié RSF, moi je le trouve très dur. Je ne pense pas que la presse algérienne soit aussi mal sur le plan de la liberté de la presse. Maintenant, il y a un autre problème. Pour moi, qui est beaucoup plus grave. La presse algérienne est inutile. Elle est socialement, politiquement, même sur le plan économique, elle est inutile. Dans un pays qui devrait fonctionner normalement, la presse a un rôle. Du volet institutionnel qui est fondamental, le pouvoir, l'institutionnel, le politique. C'est là que ça se joue. Et les implications sur la presse, c'est que c'est un peu comme les ministères. Ils servent à quoi les ministères aujourd'hui ? À quoi sert le ministère du Commerce ? À publier une liste des produits interdits toutes les semaines. C'est-à-dire à rien. Donc, la presse a été tellement désorganisée, déstructurée, elle a perdu ses normes, les règles, les valeurs, elle a tellement perdu que on ne sait plus à quoi elle sert aujourd'hui. Si, elle sert à quelque chose qui est très clair aussi, c'est capter la pub. Ça, c'est visible. C'est la seule chose qui est visible aujourd'hui. Akram ? Je suis un peu du même avis, sauf que j'ajouterais que la presse qui est aujourd'hui dans l'informel, une certaine presse qui est aujourd'hui dans l'informel, je parle surtout des médias télévisuels, aussi du web, qui est aussi dans l'informel. Donc ces deux parts-là de la presse algérienne ont aussi contribué quelque part à sa... à en faire une sorte de vagabond, un peu de clochardisation de ce métier-là. Donc l'image qui est reflétée n'est pas très bonne. D'ailleurs, on le voit, la presse algérienne n'a aucun écho à l'international. Aucun écho. En fait, la presse algérienne, c'est un peu comme le livre algérien. On est dans un paradoxe où on est dans un pays où les auteurs algériens ne sont publiés qu'en Algérie, que lus par les Algériens, n'existent pas ailleurs, et où la littérature mondiale n'existe pas en Algérie. C'est exactement la même chose pour la presse. Autant au niveau mondial, les différents médias sont intriqués, sont imbriqués les uns avec les autres, quel que soit le pays. Autant en Algérie, nous sommes complètement isolés, et je pense que c'est la presse elle-même qui a contribué à ça. En fait, il faut remettre quand même. Nous avons une presse qui existe par volonté politique, c'est-à-dire, d'un point de vue purement économique, il est aberrant d'avoir 160 journaux. C'est une aberration totale. Mais comment 160 journaux existent, c'est parce que le pouvoir le veut. Il alimente les journaux en publicité. Ils ne prennent même pas la peine d'imprimer. D'ailleurs, certains impriment 1000 exemplaires et ils les laissent à l'imprimerie. Ils captent la pub. Et donc, cette procédure, c'est le pouvoir qui le fait. L'événement de la semaine que j'ai évité d'évoquer, c'est la déclaration, c'est le texte, la lettre du président Bouteflika, dans laquelle il dit: le président Bouteflika veille personnellement à la bonne gouvernance. Là, nous avons une presse avec à peu près 80% des journaux qui ne servent strictement à rien. Personne ne les connaît, personne ne les lit. Nous avons un système de gouvernance qui a fait créer des chaînes de télé algériennes à l'étranger, en Jordanie, c'est-à-dire tu passes par les services de renseignement israéliens, américains, etc. La Jordanie, on sait ce que c'est. Et donc, tu crées ton entreprise en Jordanie et tu viens comme correspondant en Algérie. C'est le gouvernement algérien qui a poussé à ça. Le web est totalement dans l'informel. Moi, j'aurais aimé avoir un système policier, un vrai système policier. Il aurait fait quoi? Il aurait anticipé l'explosion du web il y a 15-20 ans. Il aurait mis des vrais journaux
avec des gens qui travaillent pour lui de manière cohérente, des gens crédibles, etc., tu crées une espèce, on va dire, d'ahram électronique, et tu as une voix dans le monde, une voix qui porte dans le monde. Là, on est vraiment dans l'inexistant, comme a dit Akram. Amari Lachen. Je pense que la confusion qui règne dans le milieu médiatique, c'est celle qui règne dans tous les autres secteurs. La question de la liberté de la presse est intimement liée à la question de la démocratie. Nous vivons dans une dictature, on ne peut pas s'attendre à ce que la liberté de la presse existe réellement. Aujourd'hui, Abed et Saïd disent que la liberté de la presse ne va pas aussi mal en Algérie. Moi, je pense que c'est pas du tout le cas, parce que dès lors que la justice n'est pas indépendante, on peut dire tout ce qu'on veut. Vous pouvez ici même accuser tous les ministres d'être des prédateurs, rien ne se fera. C'est pas sérieux. Si la justice ne s'autosaisit pas, ça ne sert à rien. À quoi sert? Il se passe quelque chose. Tu vas être attaqué en diffamation. Ça m'étonnerait. Des milliers de fois, des choses très graves ont été dites sur des responsables. Rien ne s'est passé. Rien que récemment, la patronne du PT a déclaré des choses absolument pas très très grave sur l'ex-ministre de l'Industrie Tamar. Rien ne s'est passé. C'est quoi cette presse? Tu peux dire tout ce que tu veux et rien ne se passe. Donc cette liberté est inutile. C'est ça la sophistication du régime algérien. La sophistication du régime algérien, c'est que tu peux dire tout, mais tu peux pas déplacer ce verre de 10 cm. C'est comme quand on te verrouille les instruments, les moyens de l'action, du changement. Après, ils te laissent aboyer dans leur esprit. D'ailleurs, ils te disent aboyer. Voilà. La question fondamentale à poser, selon moi, c'est l'autonomie des acteurs. Nous vivons dans un système totalement monopolisé par le pouvoir. Il n'y a pas d'acteurs autonomes en Algérie, véritablement, que ce soit sur le plan politique, économique, etc. Tous, d'une manière ou d'une autre, ont un fil à la patte. Ils ne peuvent pas dépasser un certain seuil. Dans un tel cas de figure, ni la liberté de la presse, ni la liberté d'entreprendre, ni la liberté de penser n'ont de sens véritablement. À moi, il reste quand même la fonction primordiale de la presse, qui, même si elle n'est pas efficace, consiste à consigner le quotidien de l'Algérien. C'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, on est très content de retrouver la presse algérienne comme unique source sur ce qui s'est passé pendant la décennie noire. Si on va chez les militaires, chez les services secrets, je parle pas de à la justice, on ne retrouve pas, on n'a pas accès aux archives. Par contre, quand on va exploiter les ressources bibliographiques de la presse algérienne, on trouve ce qu'on veut. Et ça reste quand même quelque chose qui nous diffère d'un pays où il n'y a pas de liberté de la presse. Il y a juste un point peut-être pour dire que, à propos de la liberté de la presse, je pense qu'il est faux de dire que la presse n'est pas libre du tout. Elle est libre. Elle est libre dans une très large proportion. Le problème, c'est que cette liberté ne sert à rien. C'est ça. Voilà, donc c'est une presse libre, mais ça ne sert à rien. C'est une presse libre qui ne sert à rien et qui n'est pas viable économiquement. C'est-à-dire qu'il suffit au pouvoir de demander à la NEP d'arrêter le flux, et il y a des journaux qui meurent comme ça. C'est ce qui est arrivé. Il y a des journaux qui ont tiré parce que la NEP ne donne plus. Voilà. Nous sommes à la veille du 3 mai, donc de cette journée de célébration. Nous allons parler maintenant de la situation, même si vous l'avez fait en partie en réagissant au classement de RSF, de la situation de la presse algérienne, des liens forts qui existent avec de grands hommes d'affaires aujourd'hui qui essayent de prendre position et qui essayent de racheter des titres. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. On parlera aussi, il ne faut pas l'oublier, du cas de Saïd Chetoul qui est en prison depuis maintenant près de 11 mois sans jugement. Comment vous jugez aujourd'hui la situation des médias de manière générale, et est-ce que vous êtes d'accord avec le fait de dire qu'il y a des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires qui dévalorisent un peu aujourd'hui le métier avec l'argent? Moi,
je pense que le fait qu'un chef d'entreprise, un homme d'affaires prenne un journal, ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Nous sommes dans un système, comme je viens de le dire, qui essaie de tout monopoliser, de tout contrôler, y compris et de faire des pressions financières sur les journaux. Donc qu'un homme d'affaires interviennent pour sauver d'une certaine manière le journal, c'est une bonne chose. Mais là se pose l'autre question qui m'est fondamentale, c'est celle de l'autonomie de ces acteurs économiques, de ces chefs d'entreprise. Qu'un chef d'entreprise autonome, il n'y en a pas, qui le soit parfaitement. Ils le sont tous d'une certaine manière. Qu'un chef d'entreprise plus ou moins autonome prennent un journal, pour moi c'est une bonne chose. Mais qu'un chef d'entreprise comme Ali Haddad par exemple, dont le modèle économique dépend à 100% de la commande publique et du bon vouloir du pouvoir, ça n'est pas intéressant, parce que le journal va se transformer tout de suite en secrétariat du gouvernement et ça n'a pas de sens. Non, ça a du sens. En fait, il faut prendre acte du fait que l'idée de 89 sous le gouvernement Hamarouche de journaux faits par des journalistes qui créent leur entreprise, c'est terminé. C'est terminé. Le pouvoir peut tuer les journaux. Les hommes d'affaires peuvent créer leurs propres journaux, ou bien racheter des journaux. Et donc, on a changé de registre. C'est-à-dire, celui qui détient l'argent, on est en fait normalisé en réalité. La période qu'a créé Mouloud Hamarouche, c'est un peu une sorte d'interlude assez particulier qui prend fin. On est un peu comme dans le monde entier. C'est l'argent qui contrôle les médias et il n'y a pas de différence. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a ce nombre de titres énorme et aussi on a une multiplication de sites internet qui me paraît un peu bizarroïde. C'est pas construit, c'est fait de manière légère, etc. Et qui fait en fait noie le métier et empêche en fait d'avoir. En fait, ce que je veux dire, en fait, le métier s'est un peu dégradé par rapport à ce qu'il existait. C'est une réalité. Je dois corriger par rapport. Enfin, tout à l'heure, on a dit la presse libre. En fait, c'est peut-être pas ça le mot exact. Je voulais dire qu'elle est moins opprimée que ce que laisse supposer le classement de RSF. Maintenant, la presse algérienne est largement en pilotage automatique. Les courants politiques qu'on veut étouffer, ils ne peuvent pas s'exprimer. L'État a suffisamment de leviers, notamment la publicité, donc pour empêcher un certain nombre de voix de courants politiques de s'exprimer. Ça, c'est du réel. Ensuite, ces débats, on les a eus il y a un quart de siècle. Je n'ai pas envie de dire 25 ans, c'est un quart de siècle. C'est il y a très longtemps. Ce qui tue aujourd'hui, c'est cette impression qu'on tourne en rond, qu'on a tout dit. On connaît sur le bout des doigts cette situation de la presse, les débats de la presse, on les a eus, mais rien ne se passe parce que sur le plan institutionnel, il n'y a aucun levier qui pourrait faire avancer les choses. Entièrement d'accord. Akram, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord le fait qu'il y ait des oligarques, entre guillemets, qui veulent prendre le contrôle? Bon, on a un gros problème en Algérie. Je ne cesserai de le dire, c'est qu'on a une économie qui ne suit pas l'actualité, qui n'est pas en 2018. On a des systèmes qui permettraient à des médias de s'autogérer ou bien d'avoir des ressources économiques qui n'existent pas. Aujourd'hui, un média ne peut pas faire payer ses articles sur Internet, par exemple. Et ça empêche grandement les petits médias d'exister. Ou bien qu'il y ait une course à la qualité. Parce que demain, si les articles sont payants, les articles auront une valeur. Donc le lecteur paiera et aura ce qu'il aura payé. Donc le véritable problème, c'est un problème économique. Donc si on a des oligarques, ça dénote
comme on a dit ici, qu'il y a un problème de modèle économique au sein de la presse. Mais l'oligarchie, en fait, l'éruption de l'argent brutal ou de l'argent sale ou de l'argent compliqué n'est pas une solution en soi pour la presse algérienne. Il faut que le modèle économique de la presse algérienne soit totalement libre. Yassine, danger pour la liberté de la presse ? Très grand danger, très grand danger. Moi, je suis très sérieusement préoccupé. Enfin, je suis un peu bien placé pour l'être parce que je vois évoluer les comptes d'Interface Média, qui est une plateforme d'édition de presse électronique qui est supposée être de la cavalerie légère. Presse électronique, c'est un peu la guérilla face au mastodonte de l'audiovisuel. C'est-à-dire, on a choisi de se mettre sur un créneau qui n'est pas très capitalistique. La radio nous a amené à le devenir un petit peu, mais Maghreb émergent, le Huffington Post dont on utilise la marque, même le dernier né, le fanzone.dz, c'est pas très cher. On peut monter des rédactions. On a réfléchi cavalerie légère pour ne pas être pris à la gorge par des coûts trop importants et pouvoir se mouvoir dans un contexte qui est très difficile. Mais même dans ce cas de figure, effectivement, le modèle économique s'est dégradé, c'est beaucoup dégradé, mais peut-être que c'est pas l'objet d'expliquer pourquoi ici aujourd'hui. Donc très préoccupé, parce que en fait, le cycle dont tu as parlé, Saïd, qui arrive à sa fin, celui où les journalistes, les équipes rédactionnelles étaient les maîtresses de leur destin, elles avaient édité des journaux et qui les avaient pilotés, ce cycle, il est en train de finir. Il y a des offres sur la table pour acheter le Watan. Il y a des offres sur la table pour acheter le Watan. Le Watan est bientôt dans la même situation que le Khabar. Le Khabar n'a pas pu. Il a transigé, mais la transaction ne s'est pas faite. Et il faut bien imaginer que... Et ce sont des oligarques, évidemment, qui ont fait ces offres. Hein. Tout le monde, heureusement, dans l'actionnariat de Watan n'est pas vendeur. Mais c'est ce qu'il nous on est dans les prochains mois. Parce que le modèle tel qu'il avance, il est à bout de souffle. Et le journal ne perd pas encore suffisamment d'argent, mais il n'en gagne pas suffisamment pour espérer se projeter dans l'avenir. Donc, préoccupé. En même temps, je dois préciser que le gouvernement, le pouvoir, Bouteflika n'a pas poussé vers cette situation. Bouteflika ne veut pas que les oligarques s'emparent des journaux. Il ne leur fait pas confiance, y compris probablement à Ali Haddad. Il ne veut pas qu'Ali Haddad demain soit trop puissant. La preuve, quand il a lancé la loi de 2012 pour l'audiovisuel, il a assorti avec des modalités qui empêchent de détenir plus de 40% dans un média lourd. Il n'y a pas un actionnaire qui a plus de 40%. D'ailleurs, ça empêche les affaires de monter. Parce que qui va investir juste 40% et rester minoritaire dans un média où les professionnels ou d'autres actionnaires vont probablement être majoritaires. Et donc, il a aussi peur de ces oligarques. Alors, c'est quoi l'alternative ? Évidemment, c'est dans les médias électroniques, je termine sur ça, qu'il y a le plus de possibilités de recréer un espace de liberté qui serait un peu ressemblant à celui de l'époque 88, 90, 92. Mais nous avons aujourd'hui organisé une conférence de presse, syndicat d'éditeurs de la presse électronique, à la veille du 3 mai, pour mettre l'État devant ses responsabilités. Il y a une loi de 2012 qui n'est pas appliquée dans le cadre de la presse électronique. On refuse de l'appliquer. Elle est hors champ, elle est illégale du point de vue parce que rien n'a été appliqué, ni carte de presse, ni les juges. Aujourd'hui, un juge a condamné à STIF un journaliste qui édite le journal le plus suivi, journal électronique évidemment, de STIF. C'est TIF.info qui est le plus suivi. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens de STIF s'informent dans ce journal. Et il lui a dit, je ne te connais pas, tu n'as pas d'agrément pour ton site. Il lui a dit, en plus, tu n'as pas de carte de presse. Ben voilà, on n'a pas besoin d'agrément, le juge ne le sait pas. La loi de 2012 le dit, mais il n'y a pas de loi de texte d'application. Et puis la carte de presse, on en est exclu. Hamid Guillen a voulu que la presse électronique reste en dehors de ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça, c'est la bonne gouvernance sur laquelle veille le président Bouteflika. Personnellement, si je dois revenir Non, moi je voulais dire un mot des oligarques. En fait, ce n'est pas les oligarques qui posent le premier problème. Le premier problème, c'est l'absence de règles. M. Ali Haddad a 2 journaux. On a dit à M. Rabrab qu'il ne pouvait pas posséder 2 organes de presse. Donc, voilà un État qui ne respecte pas ses propres règles. Les oligarques, c'est vrai que on peut, si on se situe sur un plan idéologique bien précis, on peut considérer que c'est une menace pour la presse. Mais c'est une menace encore plus grave parce qu'il n'y a pas de règles pour l'organisation de la compétition
pour l'organisation des journalistes, pour qu'ils se syndiquent, pour qu'ils puissent se défendre les valeurs de leur métier, etc. Ce qui m'amène à une énormité. Aujourd'hui, une des solutions, c'est le service public. Nous sommes face à des puissances d'argent qui sont devenues telles, je cite deux secteurs, la téléphonie mobile et l'automobile. Ce sont deux secteurs qui sont devenus tellement puissants que aucun média privé ne peut s'y attaquer. Et même public, parfois. Et ce qui devrait pousser à réfléchir à des médias qui seraient en mesure de dire que ça ne va pas avec ces secteurs-là. On a des pays qui sont très avancés, avec des chaînes publiques. D'ailleurs, en Europe, on ne le sait pas, on ne le sait pas suffisamment. Les meilleures chaînes de télé, c'est les chaînes publiques. En termes de qualité, c'est les chaînes publiques. C'est le débat. En Suisse, il y a eu une vote contre les chaînes publiques qui a été rejetée. C'est-à-dire voilà. les Suisses ont même contre le financement. Voilà. Et donc, nous sommes dans un pays où il y a une telle déliquescence institutionnelle et une absence de règles que il faut imaginer sur les 10, 15, 20 ans qui viennent, quel serait le contrepoids qui pourrait mettre un peu d'équilibre, un peu d'éthique, de règles dans les médias. Et je suis obligé de dire que c'est le service public. C'est pas la presse d'État. Évidemment, c'est pas le NTV. C'est le même discours que Chadli Boufaroua, qui pense que le vrai journalisme... Chadli Boufaroua y est. Ne vous trompez pas de nom. Chadli Boufaroua est dans le système. Donc lui, ce qu'il veut, c'est une radio où lui seul parle. C'est différent, ça. Oui. Je voulais dire, on a tendance à présenter l'aventure intellectuelle du début des années 90 comme une référence, un modèle de presse extraordinaire, alors que c'était une forme de corruption à grande échelle. Payer les salaires, le gouvernement Hamrouch a payé les salaires des journalistes pendant 3 ans. À ce jour... C'est la capitalisation. C'est conditionné. Finir, vous allez répondre. C'est conditionné. Non, il n'est pas... Peu importe prendre en charge les salaires des journalistes pendant 3 ans, leur donner des locaux gratuitement. On ne peut pas laisser dire ça. Mais c'est la vérité. On te les donne si tu les utilises comme capital social pour fonder un journal. Pas pour les consommer. D'un autre côté, le gouvernement se libère d'une charge salariale sur des journaux. C'est comme ça que c'était pensé. Là où Ammar a raison, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a une concurrence déloyale à l'intérieur de la presse. Il y a des journaux qui impriment gratuitement. Il y a des journaux qui occupent des locaux gratuitement. Il y a des journaux qui reçoivent l'ANEP. Il y a des journaux qui occupent des... Il y a des journaux qui reçoivent l'ANEP et qui payent des journalistes à ne rien faire parce qu'ils ne vont pas paraître. Et ça affecte tous les médias. Je termine mon point de vue. Donc, ce qu'a fait Mouloud Hamrouch, c'était une forme de corruption. D'ailleurs, beaucoup de journalistes de l'époque lui doivent encore une certaine sympathie. C'est son avis. On le constate. Je termine. Juste une parenthèse. Tu as déjà fort à faire avec les ethnicistes kabyles. N'ouvre pas d'autres fronts. Pas d'autres francs. Non, autre chose. Moi, j'accepte d'être corrompu pour devenir libre. Je termine. Aujourd'hui, il y a des hommes d'affaires qui veulent avoir des journaux, qui veulent acheter des journaux qui sont déjà là. C'est une bonne chose. Moi, à condition... Non, c'est une bonne chose. Ce qu'il faut, c'est des règles, c'est tout. Il faut des règles d'une part, et d'autre part, il faut qu'il y ait des conflits, que les sociaux et politiques, que les Algériens débattent pour choisir leur camp. Il y a un chef d'entreprise qui prend un journal, je ne suis pas d'accord avec lui, je vais dans un autre courant, je vais dans un autre journal. C'est très simple. Il faut alimenter le conflit politique et social. Saïd Hassan et Saïd, on n'a pas le temps, donc vous choisissez un porte-parole pour répondre à Ammar. Ça sera qui? Non, sur cette période, c'est pas grave. C'est la jeunesse de Ammar Ingrashin qui lui fait dire ce qu'il est en train de dire. Mais on va pas. Beaucoup d'autres. Et je l'ai fait. C'est pas du tout. C'est pas grave. Saïd Saadi l'a dit.
C'est pas non, mais je voulais parler d'autre chose. Moi, je voulais dire, est-ce que la menace, la menace de l'État, la répression. Aujourd'hui, il y avait les renseignements généraux qui voulaient nous empêcher de tenir notre conférence de presse. Pour vous dire que l'État policier, qui c'est qui a fait souhaiter un État policier qui soit visionnaire? Il existe, mais il n'est pas visionnaire. C'est-à-dire une association d'employeurs qui veut s'organiser pour être un interlocuteur du gouvernement sur des questions très importantes, c'est la production des contenus numériques en Algérie. C'est quelque chose qui apparaît comme un danger et la police essaie de venir bloquer ce processus. C'est vous dire dans quelle situation nous sommes. Je referme la parenthèse juste sur un point. Est-ce que les oligarques sont une aussi grande menace que cela? Peut-être que non, parce que les oligarques ne savent pas acheter. Les oligarques ne savent pas acheter. Dans les médias, moi je trouve que Tahkout a été acheté Numidia. Je ne crois pas que ce soit une bonne acquisition. On a eu l'acquisition de le Khabar, c'était plutôt bien, mais acheter le Khabar avec la partie journal et une télévision qui n'était pas en grande forme et tout ça. Bon. Peut-être qu'il aurait transformé, il aurait fait quelque chose de bien, notamment grâce à notre ami Mahdi Ben Issa. Mais les autres investissements, Ali Haddad, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ils ne savent pas acheter. Ils achètent des actifs qui sont anciens, qui sont ceux de l'ancienne économie. Je ne suis pas en train de proposer qu'on vienne acheter des actifs. Nos actifs qui sont branchés sur Internet et sur l'avenir. Mais c'est vrai que quelque part, ils sentent qu'il y a de l'influence à capter, parce que c'est quand même de l'influence, les médias. C'est quand même de l'influence, mais ils ne font pas les bons placements. Et peut-être que c'est une bonne nouvelle. Peut-être que c'est une bonne nouvelle. En fait, à mon avis, c'est pas qu'ils font pas de bons placements. Ce sont des oligarques encore dépendants. C'est-à-dire qui peuvent être écrasés par le pouvoir quand il le veut. Mais il n'y a rien. C'est pour ça que leur démarche sur les médias, ils peuvent acheter n'importe quoi en se disant que ça peut m'aider en cas de malheur. C'est comme ça qu'ils le font. Et en réalité, ils restent politiquement dépendants, économiquement dépendants. Et Hassan prétend que des oligarques qui sont devenus milliardaires en 15 ans ne savent pas faire des placements. Ils se trompent complètement. Avec la commande publique, c'est facile. Hein. Ils se trompent. Tu te trompes complètement. Ces gens ont fait les placements nécessaires pour eux dans leur logique. Si tu prends quelqu'un comme Ali Haddad, il vit de la... On ne va pas refaire l'histoire de Ali Haddad, mais il a choisi un club de foot, des journaux, une télé, etc. etc. C'est en train de se structurer. Sur 10... il a choisi de soutenir Bouteflika. C'est ça le premier. Oui, mais sur 10-15 ans, il va recruter une nouvelle génération de journalistes. Il va avoir un nouveau profil, etc. Il va s'adapter. Et il est dans une logique de très long terme. Tu devrais réagir. Hein, merci. Moi, je suis le présentateur. Je suis le présentateur et je suis neutre. Merci beaucoup. On se retrouve dans un tout petit moment. À tout à l'heure. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse Politique. Vous réglerez vos comptes avec Amal Ingrachen après le CPP à partir de 19h. On passe donc à la deuxième partie de ce Café Presse Politique pour parler d'une question régionale et internationale, mais qui nous concerne en premier lieu, nous, l'Algérie. D'ailleurs, on va commencer par la dernière actualité. L'ambassadeur du Maroc à Alger a été reçu aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, où on lui a fait comprendre que l'Algérie dénonçait totalement les derniers propos du ministre marocain. Quelle est la genèse de l'histoire ? Eh bien, hier, le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran
parce qu'il accuse l'Iran de financer le Polisario à travers des manœuvres, selon le Maroc, de l'ambassade d'Iran à Alger. Il faut rappeler que le Maroc avait déjà interrompu ses relations diplomatiques avec l'Iran en 2009 pour les reprendre en 2014. Ça rappelle aussi notre pays, l'Algérie, qui avait également rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran au début des années 90. Donc les deux pays se ressemblent un peu sur cela. Comment vous avez jugé cette décision surprenante du Maroc qui intervient juste à la fin de la visite du ministre marocain des Affaires étrangères en Iran? Je voudrais juste préciser que dans le cas de l'Algérie, la décision était souveraine. Voilà, eh bien vous lancez le débat. Vous lancez le débat. On commence alors avec vous, Akram. De rompre avec l'Iran. C'était une décision souveraine qui servait les intérêts de l'État algérien et du peuple algérien. Et qui ne servait pas, comme dans le cas du Maroc, les intérêts d'États tiers, comme les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite. C'est exactement la même réponse du Hezbollah aujourd'hui, qui a cité l'Arabie Saoudite, Israël et les États-Unis. Abdelchef. En fait, non, je continue. Continue, d'accord. En fait, il n'y a même pas eu cette décence d'attendre, de laisser passer le deuil des 24 heures après le discours de Netanyahou, qui, comme par hasard, avait utilisé les mêmes éléments de langage, la même façon, donc donner des fake news, accuser sans donner de preuves un État tiers et pousser à la rupture. Donc voilà. On voit une certaine convergence de vœux et de points de vue entre plusieurs capitales de l'autre camp. Écoute, il y a deux aspects dans cette affaire. Il y a le premier aspect, c'est le Maroc qui se veut opportuniste. Il y a une occasion de tirer profit d'une conjoncture et donc de situer, de dire Algérie, Polisario, Iran, Hezbollah, c'est le mal, donc c'est l'axe du mal et donc nous on est du côté du bien. C'est une déclaration ou c'est une décision qui va faire son effet dans les milieux. On va lire beaucoup de choses sur ça en Europe, dans les cercles anti-iraniens, anti-syriens, etc. Pro-sionistes de manière générale, oui. La deuxième chose, c'est que ça m'inquiète davantage. Ça m'inquiète davantage parce que on se rappelle d'abord qu'il y a eu dans l'histoire de la coalition arabe donc, qui s'est constituée pour le Yémen, l'Algérie a refusé d'y aller. Il y a un axe donc, qui s'est construit autour de l'Arabie Saoudite et qui tient le discours primaire avec ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Et l'Algérie a refusé d'aller dans cette alliance. Sur la Syrie, l'Algérie a gardé une position qui est très différente. L'Algérie a refusé de considérer le Hezbollah comme un mouvement terroriste. Et donc, ce qui m'inquiète, c'est que cette décision marocaine ouvre la voie vers un approfondissement de cette cassure dans un monde qui est déjà en très mauvais état. Et donc ça m'inquiète parce que avec Trump, avec ce qu'a dit Netanyahou, avec tout ce qui se prépare pour le Yémen et la Syrie, ça va, comment on dit, ça va accentuer les cassures. Yasser Khadi, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je voudrais démarrer avec la décision souveraine à laquelle fait référence Akram tout à l'heure. C'était la rupture avec l'Iran, c'était une opération de politique intérieure. On voulait montrer un adversaire, un danger extérieur, et on a inventé l'Iran. L'Iran, non. L'Iran, c'est pas lui qui a créé le GIA, c'est pas lui qui a créé l'AIS, c'est pas lui qui a alimenté la guérilla islamiste de type tekfiri, salafiste. Donc c'était une mauvaise idée, cette rupture des relations diplomatiques. Et voilà, c'était nécessaire. Alors, je me pose la question de savoir, on peut considérer que c'est souverain, mais c'est de la manipulation. Pourquoi le Maroc a utilisé cet argument en particulier, ce prétexte, pour rompre avec la Syrie? Tu laisses entendre que ça obéit avec l'Iran, que ça obéit à un agenda international. Peut-être que ça renseigne un peu sur le niveau de rapprochement, le
niveau d'affinité. On a tous en souvenir le fameux selfie que tu as beaucoup apprécié, où on voit MBS avec le roi du Maroc en tenue débraillée à Paris dans un restaurant. Et on se dit que finalement, les choses de ce point de vue-là sont vraiment connectées et emboîtées. C'est extrêmement préoccupant parce que quand on utilise ces arguments-là, on peut s'attendre à une escalade avec l'Algérie. On n'a pas besoin d'escalade en ce moment avec le Maroc. On n'en a pas besoin. Et les Marocains n'ont pas besoin d'escalade. Il y a une équipe du Maroc qui vient jouer au stade du 5 juillet le premier tour de la Ligue des Champions ce week-end. Bon, ça se passera bien, c'est contre le Mouloudia d'Alger. J'espère qu'on n'ira pas plus loin dans cette affaire. Saïd Jafar. Alors, le côté un peu grotesque quand même des accusations traduit, à mon avis, une faiblesse marocaine, parce que ces gens-là ont construit une politique extérieure en tenant compte des frontières. L'Arabie Saoudite, c'est à des milliers de kilomètres du Maroc. L'avenir du Maroc, c'est avec l'Algérie. Il ne faut pas inventer des histoires. Il y a suffisamment de problèmes entre l'Algérie et le Maroc pour ne pas avoir à inventer. Vous imaginez l'Algérie laisser les Iraniens transférer des armes même pour le Polisario. Comme l'a dit Akram, c'est l'Algérie qui donne des armes au Polisario. Vous le savez, non? C'est un secret. Ouais. C'est stupide. Et donc, pour moi, c'est vraiment un signe d'une grande faiblesse marocaine. C'est-à-dire qu'on se fait imposer des choses qui sont au détriment de l'intérêt marocain. Amalie Grachen. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une expression d'une faiblesse marocaine, bien au contraire. C'est vrai que l'argument est grotesque, comme le dit Saïd, mais ce n'est pas tellement l'argument qui compte dans l'histoire, c'est l'objectif recherché à travers ce discours. Ouais. Et cet objectif est tellement important, parce que le Maroc, aujourd'hui, il ne conçoit pas son avenir comme on le croit, nous, avec l'Algérie. L'Algérie, c'est un petit détail à la limite pour le Maroc. Le Maroc a choisi son camp. Il a choisi clairement son camp. Il est avec les États-Unis et consorts. Et nous, le Maroc est très cohérent dans sa démarche. Il faut mettre des pressions sur l'Iran. Et les États-Unis ont décidé cela. Le Maroc est en train de jouer son rôle. Peu importe que ce rôle soit important ou pas. Il est en train de jouer un rôle. Le problème, c'est que l'Algérie n'a pas d'amis, n'a pas de partenaires, elle n'a pas de camp. Elle est non alignée, pour une fois que c'est bien. On ne sait pas de quel côté de la barricade se situe. C'est ridicule. Depuis au moins 20 ans, tout ce qu'on a vu concernant la politique étrangère de l'Algérie, c'est dire oui, non, se contenter de décliner des invitations. C'est ridicule, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. Tu es en train de dire, effectivement, que l'Algérie a perdu de son poids au plan international. Ça, c'est vrai. Pourquoi? On peut revenir aux années 90, parce que, tu sais, le poids d'un gouvernement à l'étranger est directement lié au degré de soutien de sa population, c'est-à-dire de la relation qu'il entretient avec sa population. Nous avons un gouvernement algérien qui, pendant longtemps, ne se soucie pas de sa population. Et donc, il mène une politique où il cherche l'accord d'association avec l'Union européenne. L'accord d'association avec l'Union européenne est anti-économique du point de vue de l'Algérie. Mais c'était un accord qui a été fait d'un point de vue politique pour obtenir un soutien de l'Europe, alors que la bonne démarche aurait demandé le soutien de sa population. Et ça implique un changement de d'ordre. Juste un mot, ce qui est malheureux, c'est qu'on négocie à chaque fois de petites parcelles au lieu de négocier un rôle à long terme. Non, moi je ne vais pas parler de la vision politique de Abdelkader Msahel et de ses grands dessins stratégiques. Je vais vous épargner ça. Non, dans cette affaire, le Maroc fait de la com. Les Marocains, le Maroc fait de la com, les Marocains le font bien. Le problème, c'est que c'est factice. Mais même ce factice peut faire mal. Bien exploité, avec tous les relais que possède le Maroc, ça peut faire mal. Sur un certain nombre de choses, on va dire sur la vision nationale de la défense nationale, par exemple,
L'Algérie a une position qui est beaucoup plus costaud, beaucoup plus sûre. Mais elle est mal vendue, elle est mal perçue, y compris par les Algériens. Et c'est un pays qui s'est forgé une tradition d'indépendance, mais ils la vont mal. Voilà, on se retrouve amis avec l'Iran, la Syrie, le Hezbollah, la Russie. C'est pas très fréquentable. Mais le problème, c'est que être indépendant aujourd'hui, c'est pas forcément. Être indépendant, ce n'est pas être avec les Israéliens. C'est ça le problème. Et il faut tenir, C'est relatif. À mon avis, il faut toujours négocier. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu présent au Café Presse Politique. Merci Akram Khalif, merci à Abed Chalef, merci Sam Qadis, Saïd Jafar, Amar Ingrachen. Et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve mercredi prochain à 18h. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.